IDFM 98 de la Monde FM, bonsoir à toutes et à tous. Autoportrait en chienne. Solange, le pseudonyme d'Ina Mialache, qui est à 32 ans une artiste multiple. Sa chaîne YouTube, Solange te parle, enregistre plus de 40 millions de vues. Après Solange te parle est très intime, paru aux éditions Payot. Autoportrait en chienne est son premier récit littéraire. On va l'accueillir, c'est par téléphone. On va l'appeler Ina, ça sera plus court. Ina, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, vous avez une voix de petite fille. Ah, oui. Alors, dans Autoportrait en chienne, qu'est-ce qu'il y a de différence entre Autoportrait en chienne et Solange te parle est très intime? Les deux autres, c'était pas des biographies, on peut dire? Oui, les deux autres étaient un peu des textes dérivés de mes activités en ligne, tandis que Autoportrait en chienne est un premier texte original, littéraire, pensé donc à l'écrit complètement. D'accord. Donc vous nous dites, vous nous expliquez que très très jeune, vous étiez au Québec, on est d'accord? Oui. Et que vous aviez envie de perdre l'accent, ça vous embêtait d'avoir un accent québécois? Je crois que c'est pas tant que ça m'embêtait que j'avais envie. Je rêvais la France. J'étais obsédée par ça. Je me suis mise à regarder compulsivement TV5 et à essayer de me reformater par le langage. C'est-à-dire de ne pas du tout avoir d'accent, c'est-à-dire de passer pour une vraie Française de France, on peut dire. Vous vouliez venir à Paris. Ce qu'on dirait là-bas, c'est prendre l'accent français. Oui, ce drôle d'accent qu'on a, nous les Français. Oui. Donc, pour ça, vous avez utilisé ce qu'on peut dire Internet. Vous vous êtes connecté. Ça c'est venu après, mais oui, pour le pratiquer, en fait, je me suis mise à correspondre avec des Français outre-mer, la nuit notamment. Des Français, des hommes, si possible, pas de votre âge. Oui. Et pourquoi? Je crois notamment parce que j'avais envie de... Enfin, j'aimais... Comme je le dis, j'étais obsédée textuelle et j'avais envie d'âme et de fond et de ponctuation et de vocabulaire et de syntaxe aboutie, et j'avais l'impression que il fallait que je vise que je vise haut et loin et grand et vieux. Alors vous visiez haut d'un côté, d'un autre côté vous visiez le rapetissement. Vous dites que le rapetissement fait gagner des points, que les femmes, elles ont tendance de temps en temps à se rapetisser de manière à être plus écoutées par les hommes. C'est intéressant, ça. Oui, c'est une dérive du patriarcat et de la séduction qui nous pousse à... Enfin, moi, au début de ma vie de jeune femme, comme beaucoup de filles de ma génération et sans doute d'autres, il y a les troubles du comportement alimentaire qui vous guettent. On sent que être petite, être menue, être mince, être légère, être même un peu soumise, c'est excitant. Donc Autoportrait en chienne, c'est vous en relation avec la chienne dans le foyer aussi, hein, ou la chienne dans la vie. Et c'est intéressant parce que vous faites plein de relations entre la chienne et la femme. Oui, elle a été vraiment un prétexte à m'étudier et à voir où j'en étais, à faire le point et à mettre en question mon genre. Votre genre, c'est-à-dire votre genre féminin? Oui ou pas, c'est-à-dire que je l'envie, elle, par exemple, parce qu'elle a assez peu finalement de signes distinctifs de la femelle et que, contrairement à moi, elle semble plus affranchie de toutes ces questions. Elle s'appelle Truite, hein. Expliquez-nous comment vous l'avez... Moi, je pense qu'elle s'appelle Truite parce qu'elle doit être toute lisse, non? Elle doit glisser entre les doigts, non? Il y a un peu de ça. Elle est fuselée, elle est vive. Alors oui, je l'ai adoptée
donc j'ai cherché à l'âge où ma mère était enceinte de moi, donc j'ai eu envie d'un chien. Et donc j'explique un peu dans le livre ce penchant anti-bébé que j'ai, et comme comme une sorte de superstition, je me suis dit que si je dépassais l'âge qu'avait ma mère au moment de ma naissance, c'est-à-dire 29 ans, eh bien je pourrais ne plus jamais avoir d'enfant sans qu'on me pose de questions. Et donc il se trouve que c'est à cet âge-là que j'ai adopté cette chienne qui vient du Tennessee. C'était une association qui faisait des sauvetages de petits chiens aux États-Unis. C'était une association d'hôtesses de l'air. Et j'ai craqué pour cette chienne qui avait 1 an et demi à l'époque. Elle a quel âge maintenant ? Aujourd'hui, elle a bientôt 6 ans. D'accord. Alors, vous venez de parler du fait que votre mère, vous avez eu à 29 ans, mais votre père avait un fils caché. Ça, c'est aussi important parce que ça, il y a toute cette partie du livre où on se rend compte à quel point le père fait une fixation sur le fils. Il éduque pas son fils comme il éduquerait sa fille. Oui, ça fait partie des questionnements de genre qui m'ont torturée, c'est-à-dire pourquoi lui, ce fils, avait d'un coup droit, comme je le dis, un training existentiel qui m'était, refusé, et je crois que c'est même inconscient de la part de mon père, qui par ailleurs m'estime beaucoup, mais peut-être même m'a surprotégée, et mon père qui est plutôt quelqu'un de manuel, qui a construit des maisons, dans le livre, je lui en veux un peu de ne pas m'avoir, ne serait-ce qu'appris à tenir des outils, à construire à faire de mes mains, à manipuler des choses, comme si ça ne devait pas être une activité pour moi. Et puis ce frère qui arrive un peu comme un cheveu sur la soupe et qui fait que votre père va pas se coucher à 9h du soir comme il le faisait avant pour avoir des grandes discussions avec lui. Et il y a aussi tout ce côté où votre père, bon, vous êtes vraiment folle de votre père, on peut dire, la sortie des classes, vous lui sautez dans les bras. Et il y a ce rapport aussi entre le fait de pouvoir sauter dans les bras quand on est enfant des adultes et ce chien qui, toute sa vie, lorsqu'il voit son maître ou sa maîtresse, a cette attitude. Oui, absolument. Et que, quelque part, contrairement à l'enfant, il y a chez le chien quelque chose un comportement qui se fossilise et qui ne change plus à moins de maladies graves, mais alors que l'enfant, on passe fatalement par un passage de rupture et de désenchantement du rapport fou de l'enfant pour son parent, dans le cas présent de la fille pour son père, et c'est un argument de plus en faveur de l'animal. Oui, puis on se voit mal en train de sauter au cou comme ça des gens lorsqu'on a dépassé un certain âge. C'est ça, c'est surtout l'âge qui fait que on doit être grand. Oui, et c'est ce que je lui envie au chien, encore une fois, ce rapport assez franc et tactile et sensoriel aux autres. Et je parle de mon inadaptation, notamment sociale, dans le livre, où je parle du contexte de retourner aux études à 30 ans dans cette école du Nord où je suis, d'art contemporain, et d'être en contact avec des gens avec qui finalement j'ai du mal à connecter, et je m'imagine, comme souvent dans le livre, étant truite, donc mon chien, et parvenant beaucoup mieux en étant un animal à entrer en relation avec les gens, alors que les comportements humains sont pleins de circonvolutions étranges et compliquées et qui font perdre du temps, de l'énergie, et que j'ai du mal à comprendre. Il y a aussi cette image, quand on sort avec un chien, ça fait des contacts, c'est-à-dire que ça fait des contacts dans un sens ou dans un autre. Il y a des gens qui ont peur des chiens, mais souvent, ça permet aux gens de discuter entre eux autour du chien. Le chien crée des contacts entre les humains. Oui, complètement.
Vous comparez ça au porte-bébé où les gens, c'est quand même assez drôle. Vous vous demandez aussi s'il existe des maîtres qui finissent par admettre que leur chien n'est pas terrible, alors que à chaque fois qu'un maître parle de son chien, il dit qu'il a trouvé la perle rare. Oui, je sais pas si c'est la magie des chiens ou je sais pas la bêtise des hommes, mais ou cette parfaite communion entre les deux races, mais moi je lui dis qu'elle est bête et je l'aime et je peux lui dire. C'est aussi l'avantage du langage avec un animal qui ne qui, qui n'a pas cette faculté de répondre ou de parler, ou c'est que quelque part il nous est supérieur parce qu'il entend tout et se tait, et en même temps il peut tout entendre et contrairement à un enfant, rien ne peut, enfin à moins de violence extrême, mais il peut tout entendre et on peut lui mentir, on peut l'insulter, l'aimer, enfin c'est oui, je lui dis des choses indicibles. Vous lui dites par exemple, je souffre parfois de l'aimer autant, et vous lui dites, donc je lui dis, ce n'est pas possible, il faut arrêter, je meurs, je n'en peux plus de toi. Alors, avec l'air détaché de celle qui n'y est pour rien, on parle de truite, hein, Oui. elle bascule sur le dos pour me montrer tout son ventre, ainsi opère le logiciel diabolique qui la commande. C'est vrai que le rapport qu'on a avec les chiens, on peut leur dire, avec les chats aussi, mais avec les chiens, on peut leur dire qu'on l'aime. Et sur votre chaîne internet, Solange parle, la grande histoire de la réussite de votre chaîne, c'est que dans votre vidéo de présentation, vous osez dire je t'aime. Oui, ça c'est une vidéo qui a beaucoup marché. Je pense que ce qui était un peu à la base de ce projet, c'était une forme d'intimité que moi j'ai trouvé assez propre à Internet et au virtuel, où finalement je suis seule devant ma caméra et l'internaute est chez lui seul devant son écran, et ce sont deux solitudes qui se retrouvent dans un temps qui n'existe pas, enfin qui est décalé, et c'est une relation assez unique, et je parle pour les inadaptés, j'avais envie d'offrir une forme de réconfort, celle qui après est devenue celle de mon chien quelque part. Les gens parlent d'amis imaginaires, ou de même presque de. Il y a quelque chose qui ressemble presque à la psychanalyse de la libre association de pensée, une sorte d'abandon dans la parole, qui fait que les gens peuvent se projeter, s'y retrouver et m'entendre et se reconnaître et relativiser. Alors, ça fait combien de temps que vous faites des vidéos comme ça, où vous vous mettez en ligne? Ça fera bientôt 7 ans. D'accord, donc vous étiez toute jeune. Vous avez commencé à aller sur les réseaux à 14 ans. C'est très jeune quand même. Mais là, c'était juste virtuel, c'est-à-dire par l'écrit et par la parole après? Oui, jusqu'à ce que j'achète une webcam, c'est ce que je raconte, et que en fait, sans m'en rendre compte, j'ai commencé à me mettre en scène très tôt sur Internet dans des appels, donc des appels de visioconférence comme il y avait à l'époque, où quelque part la connexion n'était pas assez rapide, donc ce qu'on faisait, c'est qu'on se filmait et on tapait au clavier. Et je me rappelle qu'à l'époque, je disséquais mon image, je m'éclairais d'une certaine façon. C'était pendant la nuit, mes parents dormaient, et je me mettais en scène à mon insu. Mmh. Et donc, c'était à votre insu, mais quelque part, vous y avez pris goût, on est d'accord? Oui, je crois qu'à l'époque, c'était aussi dans une façon de rêver d'un ailleurs qui était la France, de me projeter. Je pense que j'étais très seule dans
phase adolescente, comme souvent elles le sont, tourmentée, et j'essayais de me définir, et c'est beaucoup passé par la séduction à ce moment-là. Et est-ce que ça peut être dangereux pour des adolescentes qui se mettent en scène comme ça, toutes seules, dans des maisons? Oui, là, ça a beaucoup changé. Moi, c'était en 1999. Ça n'est plus du tout. Enfin, moi, je me félicite de ne pas avoir grandi à l'ère des réseaux sociaux. Moi, ils sont venus beaucoup plus tard, et je crois que je n'aurais pas pu. Ça m'aurait. J'ai beaucoup d'empathie pour les jeunes qui grandissent avec tous ces choses-là. Je sais pas si je parle comme une vieille conne, mais oh là là, je sais pas. J'ai l'impression que ça m'aurait. Déjà, ce que j'ai aimé moi dans ma façon de me construire, c'est qu'il y avait beaucoup de flou. C'était le début de quelque chose, et je me sentais pas submergée, par exemple, par. Moi, je pouvais vraiment accéder à un ailleurs où je n'avais pas en ligne tous les gens que je connais. Je recherchais un inconnu, et je pouvais vraiment être dans une forme d'anonymat, alors qu'aujourd'hui, tout est basé sur l'identité et la représentation de soi, et ça, c'est tout un autre problème. En tous les cas, bon, j'ai été sur votre chaîne Solange te parle. Oui. Et j'ai cliqué sur une vidéo qui m'a demandé de donner mon âge, je ne sais quoi. Ça doit être les vidéos qui ont lien avec ta vie intime, c'est ça? Pénètre ta vie intime? Oui, ça c'est aussi le puritanisme américain de YouTube qui quelque part censure mon contenu, qui souvent est simplement à visée d'éducation sexuelle, puisqu'en effet il y a quelques thèmes que j'aborde sur la sexualité, et là malheureusement c'est YouTube qui met des limites, et je n'y peux rien. Sur la sexualité, sur la nudité, l'intérêt de toujours, pour rester avec autoportrait en chienne, les chiens, les chiennes, les chats, les chattes, enfin tous les animaux n'ont pas besoin de s'habiller. Oui. Il y a un très beau passage dans votre livre où vous dites que bon, elle nous montre, vous parlez de votre chienne, sa vulve sans aucun problème, et qu'on n'est pas. C'est vrai que bon, on voit le sexe des animaux, et le nôtre, il est caché comme si c'était quelque chose de sale. Oui, c'est un combat que je mène. Enfin, je pratique le naturisme, et j'ai toujours eu un problème avec la sursexualisation de la nudité, et avec une certaine hiérarchie des organes. Et moi, je suis pour que. En fait, c'est compliqué à défendre, mais je pense qu'il y a un problème avec le fait que certains organes aient des fonctions uniques et des connotations strictement sexuelle. Je trouve ça problématique. Donc ça, c'est des vidéos que vous faites. Moi, j'avais jamais vu ça sur YouTube, qu'il fallait redonner son nom ou son adresse mail. C'est la première fois que je vois ça, donc au moins vous m'avez fait découvrir ça. C'est quelque chose que je ne connaissais pas. Donc il suffit j'ai pas été plus loin, mais il suffit de mettre son adresse mail, je pense, ou son âge. Je ne sais pas comment ça marche. Oui, généralement, si vous avez un compte Google, un mail sur Gmail, ça suffit. D'accord. Alors, vous parlez aussi de cette femme dans la librairie. Attendez que je retrouve la page. Non, mais c'est pas ça. Non, c'est pas ça. Alors, c'est pas grave. On en était sur cette façon que vous avez de vous mettre en scène. Maintenant, vous avez un peu plus de 30 ans, vous êtes encore toute jeune. Est-ce que vous pensez que vous allez continuer sur YouTube à mettre des vidéos, qu'il y a des gens qui sont un peu, accros, c'est-à-dire que vous faites un peu partie de leur famille? Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? C'est-à-dire que le fait, si vous arrêtiez de mettre des vidéos en ligne, vous auriez l'impression qu'il y a des gens qui vont en souffrir. Moi, c'est un lieu qui continue de me fasciner et où je me sens vraiment libre, malgré ce que je dis de la censure de Google, mais
Et il y a des aides qui se sont développées. Par exemple, récemment, le CNC a développé une aide pour les créateurs sur YouTube et que je viens de recevoir. Donc l'aide à la structuration de la chaîne. Il y a de plus en plus de possibilités de financement par la communauté que j'ai mise en place. Donc c'est un médium très jeune qui a maintenant à peine 10 ans. Donc il n'y a pas eu encore de parcours de gens qui ont, disons, vieilli sur cette plateforme, mais moi, j'ai à cœur de continuer à y expérimenter tout en, comme je l'ai fait jusqu'ici, diversifiant mes activités. Quand on sait que sur YouTube, le jour où vous êtes mort, vous restez quand même bien visible. Moi, j'ai des amis qui sont morts et qui sont toujours pas sur YouTube, sur Facebook. On peut pas leur écrire en disant que les gens sont morts. Ça, ils restent là. Donc, on peut se poser la question pour les chaînes YouTube. C'est-à-dire qu'un YouTuber qui s'arrêterait de mettre des vidéos en ligne, on peut se poser plein de questions. Oui, il y a une possibilité de supprimer sa chaîne, mais il y en a comme ça qui s'arrêtent et ça devient une sorte d'archive d'une vie. Alors, vous dites que vous supposez que les chiens sont dépourvus d'orgueil. Oui. Je sais plus quand je dis ça, mais peut-être contrairement aux chats, mais là, je prendrais parti. Mais oui, il y a quelque chose de tellement... C'est peut-être pour ça qu'on dit qu'ils sont plus bêtes que les chats aussi, mais de tellement franc, de tellement spontané et de l'ordre de l'amour, de l'entier, de la... Que non, je vois pas ce calcul-là chez un chien, non, vraiment pas. Oui, il n'y a pas l'orgueil. Il n'y a pas d'orgueil chez le chien. Alors, j'en étais sur les chiens dépourvus d'orgueil. Je suis un peu pas rapide aujourd'hui, je sais pas. Vous évaluez tout sur la façon dont elles défèquent dans la rue. Oui. Assez drôle parce que vous dites que ça vous réconcilie avec les humiliations terrestres. Qui peut se targuer de pouvoir vider calmement ses boyaux en pleine rue et même inspirer de l'affection en le faisant. Enfin, il n'y a pas toujours de l'affection parce qu'il y a des gens aussi qui vous disent que les chiens, qui vous enquiquinent quand vous avez un chien. Mais on est tellement contents qu'ils laissent leur crotte là. Ça prouve que leur transit marche bien. Nous, en tous les cas, on se cache pour faire ça, et eux, c'est pas le cas. Hein. Oui, il y a quelque chose d'hyper sain et de libératoire et je sais pas, et même de décomplexé. Enfin, c'est encore une fois, c'est ce que je disais sur la hiérarchie des organes. Là, c'est une espèce, elle court, elle mange, elle crotte, elle aboie, elle dort. Enfin, tout est au même plan et je la trouve belle. Je la trouve parce que quelque part, elle est sans honte. Je sais pas, moi j'avais une chienne, elle aimait pas trop qu'on la regarde faire. Hein. Ah oui? Ouais, elle aimait pas trop, mais bon, je faisais semblant de regarder ailleurs. Alors, on va faire une pause musicale. J'ai choisi Gainsbourg parce que vous en parlez dans votre livre. Oui. Et on y va, c'est parti. À tout de suite. Comme le chien de monsieur Jean de Nivelle, tu ne viens jamais à moi. Quand je t'appelle, qu'importe le temps, qu'emporte le vent, mieux vaut ton absence que ton inconséquence. Voilà, IDFM 98 de la bande FM, c'est la deuxième partie de cette Au-delà du miroir. Nous retrouvons non Solange mais Ina Mialache, qui va un peu continuer de nous parler de son autoportrait en chaîne. C'est aux éditions de l'Iconoclaste. Vous êtes toujours là, Ina? Oui, je suis là. Bon, depuis la nouvelle année, vous vous mettez une note de 1 à 10 à vos journées. Vous avez mis seulement une fois un 2,
un jour où vous avez pleuré de découragement et 2 fois un 8, des jours où vous avez été particulièrement satisfaite de vous et où vous avez reçu des encouragements de l'extérieur. C'est une bonne idée de se mettre une note le soir, moi, je trouve. Ah oui, vous trouvez? Oui. Il y a des applis qui font ça maintenant. Ah bon? Oui. Alors, sous quels critères on peut se noter, dites-nous? Alors moi, je le fais dans un carnet, mais moi, je le fais plutôt d'une manière ressentie globale. Mais après, c'est sûr que ça peut devenir problématique quand on a eu, par exemple, un très bon début de journée et puis que quelque chose dans l'après-midi vient tout casser. Il faut faire une moyenne, mais mais ça permet de relativiser. Puis à la fin du mois, je me rendais compte qu'en général, j'étais à 4,7. C'est pas génial. Ouais, c'est pas génial, mais je crois que c'est moins pire que le ressenti que j'en avais. Et puis depuis la publication du livre, ça va mieux quand même. D'accord, donc ça veut dire que vous vous notiez durement. Oui, je pense qu'il y a eu une phase comme ça, oui. Donc ce livre, il est paru il y a pas longtemps, hein. C'est pas un vieux livre. Attendez, Oui, c'était en mars. C'était en mars, donc c'est pas si vieux. Non. Donc ce livre, finalement, il vous a permis de gagner des points. Oui, vraiment. De le traverser, ça a été c'était un défi, puisque comme je l'ai dit, je suis plutôt une personne de l'oralité et que j'écris à l'oral, ce qui me permettait jusqu'ici de pouvoir être dans une forme d'abandon et de surgissement, tandis que le surgissement à l'écrit, il est beaucoup moins évident parce que il y a le cerveau qui filtre et les yeux qui voient ce qui sort et qui fliquent les doigts et alors là j'ai compris comment certains écrivains pouvaient en passer par l'alcool et les substances pour essayer de se fuir, parce que c'est vrai que c'est une lutte sans arrêt avec l'autocensure, avec le jugement, avec l'orgueil dont on parlait. C'est dur. Oui, puis on pense plus vite qu'on écrit quand même. Absolument. Donc c'est difficile parce qu'une fois qu'on a commencé la phrase, on ne sait plus où on voulait en venir. Donc on a perdu l'intérêt, ça serait de parler. Il y a des livres parlés maintenant, des gens, comme vous faites, hein, je veux dire. Parce que ce que vous mettez sur le net, là, dans Solange parle, c'est pas un texte que vous avez travaillé, il vous vient comme ça spontanément? J'ai l'habitude de dire, souvent j'ai un plan, mais j'ai une fiche, mais j'écris vraiment à l'oral d'une part et puis au montage, c'est-à-dire que je commence une phrase, ensuite je change de verbe et je reprends la phrase et j'ajoute un adjectif et je change d'adjectif et je reprends la phrase et en définitive il y a un travail d'écriture qui se fait au montage. Mais Autoportrait en chienne, j'ai tenté devant la difficulté de l'écrire, de m'enregistrer pour le composer et ça ne marchait pas. Je n'arrivais pas à... je crois qu'il y avait une haute idée du livre et qu'il y avait un peu cette ambition littéraire que j'ai depuis longtemps et ce que tout le monde connaît, qui est assez banal, c'est-à-dire la grande idée qu'on se fait de l'objet qu'on a envie de produire et la paralysie qui surgit au moment de concrétiser l'idée qu'on se fait de la chose, et la concrétisation est toujours beaucoup moins parfaite que sa conception, donc frustration, colère, panique, dépression, donc des états qui anxieux et qui font peur, et d'avoir traversé tout ça, je pense que ça m'a permis de mûrir, ne serait-ce aussi que parce que l'écriture d'un livre est une activité d'endurance de long terme, alors que jusqu'ici j'étais plutôt une sprinteuse, c'est-à-dire que ce travail de vidéo qui est plutôt un format court, fragmenté, qui peut s'imaginer le matin, se produire le jour et se publier le soir. Et là, le livre,
il fallait tenir. C'était un projet de longue haleine et on avait le temps de tout remettre en question plusieurs fois par jour. Et c'était compliqué. Oui, puis il n'y a pas l'image. C'est-à-dire que là, vous êtes... dans les vidéos, il y a votre image. C'est-à-dire les gens voient d'abord l'image. Pour ça, les gens sont friands de vidéos parce qu'ils voient des images. Et le message, il est derrière l'image. C'est l'image qui prime, moi, je pense, dans tout ce qui est vidéo. Donc, il y a cette image, tandis que dans l'écriture, c'est la personne qui se fait l'image. Oui, il faut, quelque part, il fallait traduire ma présence. Et c'est cette traduction-là qui a été douloureuse et je me suis promis de ne plus jamais autant souffrir pour faire quelque chose, bien que moi je suis pas du tout graphomane, je suis beaucoup dans la rétention, je rumine chaque fragment, chaque phrase et je suis pas une bête de narration, c'est plutôt un exercice fragmentaire, presque plus proche de la poésie en prose ou de l'essai ou enfin de l'autofiction ou même de l'exercice de style. Ce livre est assez inspiré de l'autoportrait d'Édouard Levé et aussi du livre de Thomas Clair que j'ai souvent cité qui s'appelait Intérieur, où il a fait le tour de son appartement pendant 3 ou 4 ans et qui a décrit pièce par pièce, objet après objet, son intérieur. Et j'aime bien comme ça les entreprises d'exhaustivité. Et je pense que j'aurais pu longtemps écrire ce livre et continuer de disséquer ma vie à la lumière de celle de ma chienne, mais que c'est le bonheur d'être accompagné par des éditeurs et d'avoir des échéances, et qu'à un moment, il faut rendre sa copie, et heureusement, parce que sinon, on deviendrait fou. Mais il est peut-être pas fini, hein. Vous aurez peut-être encore des choses à dire par la suite. Oui. Oui, heureusement, mais je pense que c'est un objet qui se tient parce que c'est un chapitre aussi qui se clôt aussi de cet exil à Roubaix dont on n'a pas forcément parlé, mais qui intervient à ce moment où j'ai décidé de quitter Paris et de me remettre en question professionnellement et le rôle du chien dans cette remise en question-là, c'est-à-dire que elle qui passe sa vie à dormir, qui n'a pas à faire ses preuves ni à gagner sa vie, qui se laisse vivre, qui je suis moi pour prétendre à plus. À plus que quoi? À plus que qu'elle? À plus que m'abandonner à vivre. C'est vrai que je la vois parfois aux limites dans l'ultime ici et présent, proche de la pure présence méditative du Bouddha, enfin de la transcendance. Je la vois humer l'air au soleil, dans un état... Bon, elle a une bonne vie de chien, parce qu'on dit en général, on dit qu'une vie de chien, c'est pas quelque chose d'extraordinaire. Mais donc parce qu'elle a trouvé des bons maîtres, ce qui est pas toujours le cas. Le chien est quand même, il y a une citation, je sais plus, je la retrouverai là, à la fin, on la redonnera à la fin. Mais bon, le chien, si son maître est bon, ou ça va. S'il est affamé, il a besoin d'être nourri. Enfin bon. Je comprends ce que vous dites. Elle vit à la rigueur mieux que vous, c'est ça que vous voulez dire? Oui, en tout cas, c'est ce qui me traverse quand je l'observe, oui. Alors, vous écrivez aussi que la perspective de soumettre votre animal, c'est-à-dire Truite, à un coït organisé pour le seul caprice, m'a donné le mal de mer. Donc, vous avez pas voulu lui faire des petits à Truite? Oh, c'était vite réglé puisque comme on l'a adoptée, stérilisée. Oui, elle était stérilisée. D'accord. Et sinon, vous auriez accepté? Oh là là. Non, alors, on se pose pas la question. Alors, pourquoi préférer l'enfant au chien quand on sait que le premier, c'est-à-dire l'enfant, cessera un jour de vous retrouver dans l'hystérie amoureuse, alors que le second n'en démordra jamais? Ça, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure au sujet des retrouvailles de la petite fille que vous étiez à la sortie de l'école dans les bras de votre papa. Et c'est vrai, donc pourquoi préférer l'enfant au chien quand on sait que le premier cessera un jour
de vous retrouver dans l'hystérie amoureuse, alors que le second n'en démordra jamais. Mais il y a quand même une sorte de fidélité entre les enfants et les parents, mais on n'ose pas avoir des démonstrations, c'est surtout ça. Oh, alors là, on pourrait en débattre parce que moi, enfin, c'est là où je suis peut-être un peu dure, enfin, avec les miens de parents au début du livre, mais fidélité, je ne crois pas. Je me suis un peu quand même enfuie en quittant mon pays, et donc c'est ça que je remets en cause, c'est que quand je regarde ma chienne, je vois ses yeux dans les miens, je sais très bien que je n'aurais pas ce regard-là pour mes géniteurs, comme je les appelle. Oui, ça, je comprends ce que vous voulez dire. D'ailleurs, tous ceux qui nous écoutent le comprennent, que ce soit des gens qui ont eu des animaux ou que ce soit des gens qui ont vu des gens avoir des animaux. Oui. Il y a un amour inconditionnel entre le maître et l'animal et entre l'animal et le maître. Quand le maître est un vrai et gentil. Alors, vous dites aussi quand même quelque part que ça, c'était l'histoire de votre maman quand vous êtes retourné là-bas, je pense. La chienne s'était votre mère était allongée devant la télévision, elle n'avait plus osé bouger jusqu'à la fin du film parce que la chienne avait élu domicile dans l'interstice entre ses jambes rassemblées. Son contact vous plonge dans un sentiment de reconnaissance totale, vous vous sentez aimé à l'essentiel. L'idée alors de déranger la créature qui vous a manifesté sa confiance vous effraie, mais vous dites, vous en faites trop et vous vous en faites trop, elle ne vous aime pas tant que ça, c'est juste que les humains entre eux n'ont plus l'instinct de se toucher. Ça nous renvoie à une autre ère, au temps béni, où l'on s'épouillait encore. C'est vrai que le contact de l'animal qui vient se coucher sur le lit, ce qui n'est pas le cas pour vous parce que vous ne la prenez pas dans votre chambre, mais qui vient se coucher tout contre nous, c'est quand même c'est très animal. Ah oui. Ah oui, c'est... Oui. J'ai pas de mots, c'est... Et ça... Mais même, enfin, je le dis tout à l'heure, j'étais dans le métro avec elle et l'animal... les gens sourient, ont un rapport à l'animal qu'ils n'ont pas avec l'humain, comme si elle gagnait, elle obtenait de nous la vérité. À même titre que pour les enfants, comme les bébés, un peu le même regard que sur des enfants, sur l'innocence. Oui, sauf que les enfants peuvent être bruyants. Mais je parle sur les bébés, quand ils sont petits, Enfin bon. Oui, personnellement, j'ai pas le même regard sur les bébés, mais peut-être que pour certaines personnes, oui, ça peut ressembler. Alors, il y a aussi cette façon dont on a tendance à parler à l'animal. Alors, vous écrivez « Je me surprends à lui sortir de ces banalités, des exclamations de vieilles personnes au bord de la démence. Tu es contente? Oui, tu es contente? C'était bien la promenade? T'es bien installée là ?» Anatole, donc qui est votre compagnon, se laisse aussi gagner par l'abrutissement. Il interprète la vie comme s'il était dans la peau du chien. Elle a adoré courir derrière les pigeons. Puis elle a ignoré un basset parce qu'il n'était pas de son standing. Elle n'aime pas marcher sur les dalles, ça lui fait mal aux pattes. Et donc après vous vous demandez si tout ça c'est pas des trucs qu'on s'invente parce que est-ce que c'est elle qui l'a dit? Non. Est-ce qu'on s'est identifié au point de s'exprimer à travers elle? Ou alors est-ce que leur relation est si fusionnelle qu'une forme de télépathie leur enseigne sur tout ce qu'elle ressent ou sur tout ce que vous ressentez vous? C'est-à-dire qu'on est tellement en osmose avec l'animal qu'on se dit tout ça. Oui. C'est comme tout à l'heure quand vous me disiez elle aimait pas trop que je la regarde faire, mais c'est votre interprétation. Ah mais moi je la voyais se cacher. Par contre, elle est venue faire ses petits dans mon lit. Elle avait fait des caches partout. Elle s'était fait des caches partout avant de faire ses petits. Ah oui. Et elle les a fait dans mon lit, c'est-à-dire sous mes draps. D'un seul coup, ça a commencé à couiner. Voilà, alors qu'elle s'était fait des trucs partout dans la maison et c'était étonnant. On va écouter, puisque vous parlez de Serge Gainsbourg, un tout petit passage. C'est intéressant aussi quand ils font des enfants, les chiens, je vous assure. C'est quelque chose. Alors attendez, on écoute Serge Gainsbourg. Je
Attendez, j'avais encore quelques questions à vous poser. Ah oui, quand vous dites que les femmes sont des chiennes, c'est un compliment? Absolument. Pour les chiens? Mais que vous êtes con, quoi. Pour les femmes. Voilà, ça, c'était surtout ça hein, qu'il fallait entendre, Ina. C'est un compliment qu'une femme soit une chienne. Dans la bouche de Serge Gainsbourg, je ne sais pas. En plus, c'est un passage assez critique dans le livre où je le vois lui avec sa chienne et où ça me raconte finalement toute la domination masculine. Donc, la difficulté, c'est toujours ces mots qui au féminin deviennent un peu péjoratifs. Et ça, c'est très embêtant. Chien, chienne, ça n'a pas la même teneur. Ce qui est intéressant aussi, c'est que vous voyez pas avec un mâle. C'est-à-dire, voilà. Mais c'est pas la même relation hein, entre un mâle et une femelle. C'est comme un chat et une chatte. C'est aussi intéressant d'avoir un chien mâle. Vous avez eu un mâle, vous? Oui, j'ai eu un mâle. C'est-à-dire que j'ai pas choisi. Hein. C'est un chien que j'ai récupéré à la SPA et c'était un mâle. Donc, c'était plus fusionnel avec la femelle. D'abord parce qu'elle m'a fait des petits, elle a vu mes enfants naître. Enfin bon, c'était quand même. Il y avait des photos à faire dans la manière dont elle, quand je suis revenue de la clinique avec le bébé, elle était émue, elle était devant cet enfant qui, au même titre que j'étais émue devant les siens, quoi. Je veux dire, et avec le mâle, c'était autre chose. Mais je pense que Gainsbourg, j'ai vu le moment de la vidéo dont vous parlez dans le livre, il lui pince l'oreille. Mais je pense pas qu'il lui fait tant de mal que ça. Je pense qu'il aimait son chien quand même. Ah oui, mais mais c'est ce qu'on dit parfois quand on tape les femmes aussi. C'est qu'elles aiment ça. C'est pas qu'elles aiment ça, mais c'est que eux les aiment quand même. Et non, bien sûr, moi je sais plus, je suis pas allée revoir cette vidéo. Je voulais pas parce que j'étais restée sur ce ressenti un peu de pas savoir en fait. C'est comme quand dans la rue on sent qu'il y a de la tension dans un couple et on sait pas si on doit intervenir ou pas parce que est-ce que c'est leur fonctionnement ou est-ce que il y a vraiment du danger. Et moi c'est ce que je me souviens avoir ressenti en voyant cette vidéo, de se dire d'accord, c'est très animal entre eux, mais en fait est-ce qu'on doit s'inquiéter pour la chienne? Et dans votre livre, il y a aussi le fait, est-ce que les animaux s'inquiètent pour nous quand on se bagarre, quand dans votre couple, ça monte un peu le ton, mais c'est pas forcément dramatique. La chienne le sent et elle est pas bien dans sa peau. Oui, elle veut la paix. Et puis aussi, vous vous posez la question aussi, et ça c'est une très bonne question. Qu'est-ce qu'il arrive le jour où le couple se sépare? Qui garde le chien? Et vous avez cette phrase terrible pour moi qui dit « Parce qu'aussi je sais que si nous devions nous séparer, c'est avec toi qu'elle serait heureuse. » Oui. Oui, oui. Et c'est déchirant parce qu'en plus, je raconte qu'il y a eu presque une sorte d'ultimatum à la rigolade, mais qui montrait bien le rapport, que c'est lui qui sait mieux prendre soin que moi je suis celle dont on prend soin, je suis la chienne aussi. Donc il a 2 chiennes, cet homme. Je sais plus, c'était au début du livre, mais vous dites que l'amour c'est lui et que vous, c'est celle qui se laisse aimer. Hein. Oui, c'est ça. C'est un peu ça la phrase. Donc c'est un peu la même chose au niveau des chiens. Le chien, il se laisse aimer aussi. Oui, ah oui. Il aime fort, mais c'est sûr qu'il va là où il y a l'élan. Et moi, je suis plutôt passive. Vous êtes passive, mais vous posez la question aussi de savoir si vous deviez passer à une action un peu plus violente concernant la fin de vie, par exemple. Oui. Est-ce que vous partiriez avec le chien? Est-ce que si on doit se donner la mort, on emporte le chien ou pas? Ça, c'est une grande question. Et ça, c'est une grande question. Et aussi, qu'est-ce que vous deviendriez si votre compagnon s'en allait? Oui, parce que finalement, ce livre, c'est un peu un triangle amoureux. Et que quelque part,
voir l'arrivée de cette chienne à recréer une cellule familiale ou un équilibre et qu'on a là, on a 3 éléments et que quand on se met à faire des équations, on se dit mais s'il y en a un qui part, qu'est-ce qu'on fait de ceux qui restent et donc j'évoque aussi les possibilités de la mort du chien qui sont des cauchemars et oui, bah ça c'est la face sombre de finalement ce personnage, le mien, qui s'imagine le pire et qui doit avoir presque le mode d'emploi sur quoi faire. Je fais quoi si tu meurs? Je fais quoi si elle meurt? Il faut me dire, il faut que je sache, il faut que j'écrive. Il me faut le mode d'emploi. Il faut que vous soyez préparés. Oui. On n'est jamais préparé à ça, donc j'ai perdu. Oui, le fait d'avoir truite chez vous fait que vous avez une addition d'une animale vivante au foyer, une soustraction des animaux morts du foyer, c'est-à-dire vous êtes devenue presque végétarienne, on pourrait dire. Oui, je ne mange plus de viande à la maison et c'est vrai que ça correspond au moment où alors rien n'est jamais par hasard, mais où je me suis enfin mise à regarder tous ces documentaires et oui, il est apparu vraiment flagrant que ces animaux qu'on abattait avaient les yeux de truite, avaient les yeux de ma chienne et que c'était cet amour-là quel verbe dire, mais qu'on anéantissait quoi, et que ça devenait impossible d'avoir ce regard-là au quotidien sur mes genoux, dans mon cou, dans mon lit, et de manger la chair de ces animaux morts violemment. Oui, c'est aussi l'histoire que vous racontez quand vous alliez au bord du lac. Quand vous étiez petite, la personne avait un pistolet au bout d'un tuyau d'arrosage qui projetait de l'eau glacée dans les corps des poissons tout juste morts. Il aimait à montrer aux enfants le cœur encore battant des truites sur le comptoir, le cœur sorti du corps qui bat sans savoir pour qui. C'est vrai que c'était un beau livre. Et c'est peut-être pour ça que vous l'avez appelé Truite, alors? Ah bah peut-être. Je sais que j'aimais bien, enfin moi j'aime beaucoup Sophie Calle et je sais qu'elle avait un chat, elle l'avait appelé Souris. Et donc l'amie dont je parle, qui m'a un peu inspirée l'adoption du chien, mon amie Avril dont je parle dans le livre, avait une chienne qui s'appelait Guépard. Donc j'aimais bien ce décalage de finalement on a un animal qui est un chien, qui est un animal domestique, mais en fait c'est tout un bestiaire qu'on ramène avec soi. Vous dites aussi que vous dites, mon truiton, quand je tarde à rentrer, je pense au mal que je te fais. Je le dis à ceux qui me retiennent, tu es mon prétexte favori. Mon petit chien m'attend. Tu justifies ma sauvagerie, tu es toute seule depuis ce matin. Il y a aussi cette culpabilité qu'on a de les laisser enfermer, ces animaux qui sont au départ pas faits pour être enfermés. Oui, et même l'idée de me dire, mais est-ce que je dois... alors quand je l'ai adoptée, donc j'habitais à Paris, il se trouve qu'elle est assez paresseuse et casanière, mais quand même, quand je la vois courir sur la plage ou dans la forêt, je me dis qu'en fait, est-ce que je serais prête presque à changer mon mode de vie pour elle et à ce qu'elle détermine et ce qu'elle choisisse pour moi l'endroit où vivre, puisque je fais un métier qui me permet de pouvoir bouger et de m'installer ailleurs pour jouir en fait de la voir dans son élément. On peut pas tout faire. Non. On peut pas tout faire. Déjà le fait de l'avoir sortie de son chenil là, oui. C'est une bonne chose. Bon, il y avait une très belle phrase que je ne sais plus, qui était dans le livre, que je ne retrouve pas, c'est que je dois pas la sortir. Qu'est-ce que vous pourriez dire pour terminer l'émission, Ina? Est-ce que c'était à propos du les chiens veulent le bien, nous c'est pas sûr, c'était ça? Oui, c'est possible, oui. Non, en fait, ce que je voudrais dire, je l'ai beaucoup dit ces derniers temps, mais c'est vrai que je suis contente que vous m'ayez reçue et qu'on ait vraiment parlé du livre, parce que malheureusement, je pense que c'est assez français, mais je suis un peu frustrée d'être comment dire, condamnée
critique média ou à être sans arrêt ramenée à ce que je fais sur Internet, alors que j'ai vraiment tout mis pour faire de ce livre un vrai livre et pour investir vraiment le texte et l'écriture. Donc je suis contente d'en avoir parlé ce soir et j'espère que les prochains, si j'ai le courage d'en faire d'autres, pourront être considérés comme des textes dignes de ce nom et pas comme des produits dérivés d'Internet. Voilà, et là, c'est sûr que c'est pour ça que je vous disais qu'il n'y a pas le droit à l'image. Là, moi, j'ai lu le livre sans regarder que vous étiez avant. Et c'est ça qui est intéressant. La toute dernière phrase de votre livre, c'est... Attendez, est-ce que c'est vraiment... Oui. Est-ce qu'on choisit? Peut-on vraiment préférer prendre soin plutôt qu'être pris en charge? C'est la question que je me posais déjà lorsque petite, j'étais attachée dans la cour de récré, attendant le retour de Barbe Bleue. La meilleure place, n'est-ce pas nécessairement celle de la captive? N'est-ce pas nécessairement celle de la captive? Moi, je pense qu'il y aura une suite à ce livre, Ina. Autoportrait en chienne, c'est marqué Solange sur le livre chez l'Iconoclaste. Et sinon, vous allez sur YouTube et vous tapez Solange te parle. Et c'est une autre histoire. Oui. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci à vous, Solange. Merci. Au revoir. Bonne soirée. À vous aussi. Merci. Sur les 98 MHz de la bande FM, chargez-vous en ondes positives.